de France de nous avoir invités. Et vous aurez la parole tout à l'heure. Je vais donner la parole tout de suite à M. Xavier Bertrand. Alors je ne sais pas si je fais bien ou pas, Clément, tu me dis. Je voudrais donner la parole à nos deux politiques. D'abord que M. Bertrand, dans l'ordre protocolaire, puis Caroline Posmentier, et ensuite passer à nos deux autres interlocuteurs, Pierre Grand-Dufay et Charles Rosman, parce que j'ai l'impression que la vision sera peut-être plus lointaine de ce côté-là que de ce côté-ci. Tu vois ce que c'est? Enfin, je ne sais pas, c'est juste une impression, hein, c'est subjectif. Donc, mesdames et messieurs, merci d'être là, c'est encore presque fin d'après-midi. Les Européennes. Bon, les Européennes, ça va être probablement le match de catch habituel que l'on peut observer sur les chaînes d'information continue, probablement dans les journaux, dans les hebdomadaires, les petites phrases. Mais vous avez à cette table des gens qui considèrent que l'intérêt général est supérieur à leur petit intérêt particulier. C'est probablement pour ça qu'ils sont ici et qu'ils vont s'exprimer. Je voudrais leur demander simplement si, pour répondre à la question du docteur Clément Yana, qui est une question aiguë, difficile, doit-on quitter l'Europe? Doit-on se cantonner à ce que voudrait en faire le gouvernement actuel, c'est-à-dire une espèce d'opposition entre pseudo-progressistes et pseudo-populistes ou pseudo-nationalistes, comme s'il n'y avait pas des souverainistes chez les Insoumis ou chez Dupont-Aignan. Vous voyez, j'ai l'impression que ça sera beaucoup plus subtil qu'on l'imagine, cette élection. L'objectif, c'est notre avenir. C'est pas, ils sont pas là pour dire faut voter pour un tel ou un tel, ça c'est pas la question. C'est de mettre l'accent sur les enjeux de demain, Monsieur Xavier Bertrand. Merci. Je pense que la question qui normalement doit être posée avec ces élections européennes, juste une première chose, c'est que je pense que la République, l'idéal républicain, sera renforcé ou affaibli selon que l'on réussira ou pas avec l'Europe et en Europe. On peut tourner ça dans tous les sens, mais si cette idée européenne, cette Europe concrète, s'affaiblit, ça affaiblira également la République. Normalement, la question qui devrait être posée, c'est l'Europe, stop ou encore. Je crains foncièrement que cette élection, dans quelques mois, je ne rentrerai pas plus dans le débat, ne vous inquiétez pas, je ne cherche querelle à personne, et je pense que la question dans quelques mois, ce sera Macron, oui ou non. C'est-à-dire que ça risque de se transformer en question référendaire, alors que la question devrait être centrée avant tout sur l'Europe. L'Europe aujourd'hui nous a apporté moult résultats, c'est vrai, mais vous savez qu'il y a un sport politique favori qui est l'Europe bashing, comme on dit en patois de chez moi. Tout simplement, quand quelque chose va bien, c'est grâce aux responsables politiques nationaux. Quand quelque chose ne va pas, c'est de la faute à cette année Europe. La réalité est totalement différente. L'autre aspect, c'est qu'il faut aussi que l'Europe revienne sur des sujets très concrets et qu'elle ait conscience que nous avons besoin de répondre aux problèmes et aux défis des peuples européens. C'est pas très compliqué la politique. Quand on se recentre vraiment sur les problèmes des gens et sur les défis qui se posent à eux, du coup, vous concentrez votre énergie, votre intelligence pour justement répondre à ces défis-là. Et ensuite, il y a aussi un autre problème, c'est que si vous voulez réussir en Europe, comment est-ce que l'on réussit à faire reculer les égoïsmes nationaux? Donc permettez-moi de résumer cette question à ces trois points-là. Comment est-ce que l'on fait reculer l'Europe bashing? Comment est-ce que l'on fait reculer cette déconnexion entre ceux qui décident et ceux pour qui les politiques s'appliquent, c'est-à-dire les peuples? Et comment on fait reculer ces égoïsmes nationaux? Je le dis très clairement, je voudrais juste illustrer ces différents aspects. Vous m'interrompez quand vous voulez, parce que si on est plus court, peut-être qu'on pourra laisser davantage la parole à la salle. Donc je vais pas utiliser les 15 minutes. Alors je préfère que vous me reposiez d'autres questions, que la salle puisse directement nous interroger. Vous prenez notamment l'idée d'avoir une taxe sur les GAFAM. Vous savez, ces entreprises américaines, Google, Amazon et autres, pour qui le sport favori est avant tout de ne pas payer d'impôts. Donc on déclare son chiffre d'affaires dans certains paradis fiscaux qui, entre parenthèses, sont européens, entre autres, et on ne paye pas les impôts. Il y a l'idée d'avoir une taxe, je pense que ce n'est pas la meilleure solution, mais au moins elle mérite d'être sur la table. Qui bloque? Les Allemands, pourquoi? Ils ont peur que si cette taxe soit mise en place, ça ne plaise pas à M. Trump et aux Américains, et donc dans ces cas-là,
les Américains décident de compliquer les ventes des Mercedes, des Audi et des BMW là-bas. Cette taxe serait aussi une vraie façon de tordre le bras à ces GAFAM qui se considèrent déjà comme les maîtres du monde, et ça ne s'arrêtera pas. On a besoin de cette politique européenne. Un pays bloque au nom d'une forme d'intérêt ou d'égoïsme national. Comment est-ce qu'on fait reculer ça? Tout simplement en mettant un terme à la règle de l'unanimité en matière fiscale. D'autre part, l'Europe bashing, nous avons dans les politiques européennes la gestion de ce que l'on appelle les fonds FEADER, notamment pour la modernisation de l'agriculture. Très bien. Aujourd'hui, c'est très long et c'est très compliqué. Vous savez quoi? Ce n'est pas l'Europe qui est principalement responsable. C'est l'administration, la technostructure franco-française. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bien souvent, les complications sont franco-françaises, elles sont nationales et elles ne sont pas européennes, mais c'est beaucoup plus facile de dire « Ah, c'est de la faute de cette Europe ». Là aussi, il faut qu'on assume clairement nos responsabilités. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez tous les choux de Bruxelles? Oui? Donc on se met beaucoup? Non. Très bien. Je vais vous dire une chose, c'est que ils se cultivent des deux côtés de la frontière. Du côté belge, ils sont beaucoup plus gros et beaucoup plus verts. Vous savez pourquoi? Ils utilisent un produit qui est autorisé par l'Europe, mais que nous avons décidé d'interdire, nous, en France. Ce sont les mêmes règles sanitaires européennes. Et voilà pourquoi ces disparités-là, nous les faisons nous supporter à notre agriculture, mais c'est, encore une fois, une volonté franco-française. Ce n'est pas de la faute à cette satanée Europe, comme on l'utilise bien souvent. Donc on a besoin de faire un peu de pédagogie, et de rappeler notamment très clairement, dans ma région, j'ai un formidable grand projet qu'on appelle le canal Seine-Nord-Europe, un projet à 5 milliards d'euros, qui est synonyme, ce n'est pas moi qui avance les chiffres, ce sont les professionnels, que quand un politique avance des chiffres aujourd'hui, plus personne ne le croit, c'est 30 000 emplois. J'ai pas l'Europe, jamais ce projet ne voit le jour. Parce que la technostructure franco-française, elle pense que ça sert à rien de réaliser une nouvelle voie d'eau quand les Belges, les Hollandais et les Allemands ont compris depuis bien longtemps que c'était aussi une façon de favoriser la transition écologique, tiens, entre parenthèses, sans qu'elle coûte rien à qui que ce soit, parce qu'une péniche, c'est une centaine de camions au moins, une seule péniche, et que d'autre part, c'est aussi un atout formidable pour nos ports. J'ai pas l'Europe, je n'ai pas ce projet. Je n'ai pas ce projet. C'est du concret. Mais donc, il faut revenir aussi sur une dimension la plus concrète possible, et encore une fois, ne pas hésiter, quand quelque chose est bien et que c'est grâce à l'Europe, de dire merci l'Europe. Il y a des choses qui, par contre, ne vont pas. Quand je vous parlais de la déconnexion, je pense que l'Europe n'a pas à compliquer la vie des gens, l'Europe n'a pas à compliquer la vie des entreprises, et ce que je pourrais dire pourrait vous sembler micro ou dérisoire, mais quand vous voyez sur nos marchés qu'il y a certaines complications en termes d'hygiène et autres, notamment sur les fromages, c'est pas à l'Europe de nous imposer ces nouvelles règles, mais bien souvent, c'est aussi, encore une fois, des règles franco-françaises qui sont mises en œuvre. Donc, si je vous dis cela et si je viens sur des sujets qui sont très concrets, c'est parce que ce qu'on demande à la politique, au niveau français comme au niveau européen, c'est d'avoir une vision. Est-ce que le projet européen a du sens ou est-ce qu'il faut se retirer de l'Europe? Cette vision, je pense que l'Europe, c'est stop ou encore. Pour moi, c'est clairement encore. D'autre part, il faut des résultats. Et il faut aussi une forme d'exemplarité. La politique, c'est pas si compliqué que ça. Et donc, si l'on applique ce théorème à l'Europe, je suis persuadé qu'en renforçant l'Europe, en se concentrant sur la seule question européenne aux prochaines élections, eh bien, je le dis clairement, je pense que nous renforcerons clairement la République. Merci, M. Xavier Bertrand, de vos explications très claires. Caroline Colmanté, Caroline, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Xavier Bertrand? Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, l'Europe, c'est stop ou encore? Est-ce que ce sera Macron, oui ou non? Comment vous voyez ça à Marseille? Bien, José, pour répondre à ta première question, est-ce que je suis d'accord avec Xavier Bertrand? Je vais vous surprendre, mais je suis d'accord avec Xavier Bertrand, dans le sens où stop ou encore d'une Europe, il faut que nous soyons clairs sur la grande question aujourd'hui qui nous interpelle sur la montée des populismes, c'est l'Europe et les souverainetés. L'Europe et les souverainetés, moi qui suis très attachée aux identités, qui suis très attachée aux histoires, à l'histoire avec un grand H, je considère que souveraineté, oui, mais souveraineté dans un cadre démocratique, et surtout, il faut que nous pensions, sans l'Europe, ce que nous pouvons faire demain. Qu'est-ce que nous expliquerons à notre jeunesse si nous n'avons pas su véritablement garder ce socle européen sur le plan à la fois historique et sur le plan des valeurs?
Et puis, cette Europe, c'est une Europe qui doit, je vais y venir sur les cas concrets, qui doit être une Europe qui protège. Et pour qu'elle protège cette Europe, il faut d'abord que... c'est un fil rouge depuis ce matin. C'est-à-dire, il faut savoir à quoi elle sert, savoir à quel moment de l'histoire cette Europe a été quasi importante et exclusive du fonctionnement de nos démocraties et de nos socles républicains. Et lorsque cette Europe doit protéger, puisque Xavier Bertrand faisait état de la grande difficulté aujourd'hui que nous avons avec les GAFA, encore faut-il rappeler que le 25 mai 2018, il n'y a pas si longtemps que ça, l'Europe a donné l'exemple. A donné l'exemple en mettant en place une réglementation sur la protection des données personnelles qui, vous le savez, c'est notre quotidien. Nous avons besoin de cette protection des données personnelles, et là je fais un clin d'œil à mon ami Pierre Granduffet, dans un monde où l'intelligence artificielle, dans un monde où les données, ce nouvel or noir, eh bien, est sous la coupe exclusive. C'est la grande inquiétude des grands comptes et des grands groupes privés. Et lorsque le RGPD du 25 mai 2018 est entré en vigueur, je peux vous le dire à titre d'exemple, nous lancions, nous, à Marseille, ce que l'on appelle une plateforme d'analyse des données en matière de tranquillité publique, ou appelée par les détracteurs Big Data de la tranquillité publique. Eh bien, nous avons voulu, le même jour, rappeler que nous étions attentifs au cadre européen qui interpelle le monde entier sur cette identité que nous avons dans ces grands pays d'Europe de protection des libertés, et que nous nous mettions dans les rangs, sur les rails, pour ce RGPD. Alors ça va bien entendu causer des besoins d'organisation, de transition dans toutes les administrations publiques, mais aussi dans le privé. Et pour autant, c'est l'Europe qui donnait l'exemple, quand M. Zuckerberg passait devant le Sénat, interpellé sur la violation des données personnelles. Donc cette Europe qui protège, voyez bien qu'elle nous interpelle et que nous avons besoin, en ce qui me concerne, et un grand nombre de ceux qui m'accompagnent, de la rassurer, de la renforcer. Cette Europe qui protège, c'est lorsque, oui, le président de la République, Emmanuel Macron, parle d'une armée de défense européenne. Elle interpelle dans un monde de guerre, dans un monde, quand je dis de guerre, je le mets entre guillemets, hein, on pourrait décliner en guerre économique, en d'autres guerres de conflits de génération, on y reviendra, je vous parlerai de la jeunesse aussi. Eh bien, cette armée européenne, qui est pourtant appelée de nos voeux par l'ensemble, je dirais, d'une classe à la fois politique et de société civile qui comprend bien qu'aujourd'hui, les frontières de l'Europe doivent être identifiées, qu'il y a des grandes politiques européennes qui doivent être mises en place, mais qui doivent aussi être acceptées, et j'en reviens à ce que disait Xavier Bertrand, au-delà des égoïsmes nationaux. Ces égoïsmes nationaux, ce sont, permettez-moi de vous le dire, puisque nous sommes quand même aujourd'hui là pour débattre, ce sont aussi des égoïsmes que nous rencontrons parfois d'un territoire à un autre territoire sur un enjeu national. Ces grands défis de l'Europe, il est peut-être celui que j'évoquais tout à l'heure dans mon introduction, de l'unité. Alors une unité, bien sûr, dans la diversité, mais une unité qui rappelle que nous sommes dans une guerre économique et que cette Europe, elle doit être forte. Et que dans cette Europe, la France, le pays dans lequel nous vivons, ne doit pas être seule. Et que la France peut, au nom de son histoire, notamment dans la Constitution de l'Europe, être véritablement un modèle et surtout un passeur qui permettra effectivement de rester dans cette Europe. Cette Europe, pour autant, elle doit vous interpeller tous les jours en tant que citoyen. C'est vrai que ça a été, pour ma part, je vous le livre, une expérience tout à fait récente, puisque je suis élue au Conseil régional avec Christian Estrosi et Renaud Muselier depuis décembre 2015, au moment où, de par la loi NOTRe, les compétences des collectivités territoriales étaient redistribuées afin que nous puissions, un jour, de façon la plus intelligente possible, sortir des millefeuilles administratives et que chacun de nos concitoyens puisse comprendre qui fait quoi. Effectivement, les régions ont en charge la gestion des fonds européens. Eh bien, je suis rentrée dans une aventure européenne de façon concrète. Lorsque vous pouvez, en tant qu'élu d'une grande ville comme la ville de Marseille, porter un dossier sur des enjeux de sécurité, notamment des espaces publics, que l'on appelle des grands dossiers Horizon 2020, et que vous pouvez, dans cette sollicitation de l'Europe,
travailler avec des Italiens, travailler avec des Espagnols, des Anglais, des Néerlandais, sur les enjeux de notre quotidien, notamment en ce moment, plus particulièrement de grandes menaces de nos espaces publics, d'attaques terroristes, eh bien, vous comprenez très vite que cette Europe, elle marche si vous savez vous en servir. Alors bien sûr qu'il y a aujourd'hui une volonté des régions, et je parle à côté d'un grand président de région, il ne faut pas aussi que l'on se contente de faire ce qui a été fait pendant des années. Il faut renforcer nos équipes. Nous, par exemple, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait passer son bureau de représentation à Bruxelles de 2 personnes à 10 personnes, avec des personnes qui sont là et qui sont spécialisées, qui de la sécurité, qui de l'agriculture, qui également de toutes nos politiques sociales et de jeunesse. Parce que vous voyez, je terminerai cette première intervention sur la grande conférence qui a eu lieu mardi dernier à Marseille sur la Méditerranée. La Méditerranée, lorsque nous sommes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons véritablement cette ambition de dire que Marseille, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est cette porte d'entrée de la Méditerranée, mais également peut-être ce poste avancé d'une politique euro-méditerranéenne en France, pour la France et au-delà de nos frontières. Merci, Caroline. Et nous l'avions fait, José, avec un thème qui vous interpelle tous, qui est la jeunesse et l'innovation. Sur toutes les lèvres ont été évoquées les grandes politiques que nous devons porter pour l'avenir justement de notre jeunesse, au cœur d'une innovation qui nous interpelle tous les jours. Voilà en quelque sorte quelle est, non pas seulement en tant qu'élue en charge de délégation, mais en tant que femme politique engagée, quelle est ma vision pour les mois et les années qui viennent. Bien sûr que ça ne va pas être facile, mais il va falloir que tous les citoyens, au même titre que vous vous levez contre des réglementations nationales, eh bien, il va falloir que tous les citoyens responsables se lèvent à l'aube des élections européennes. Merci Caroline, merci de cet exposé. Je pense que un discours de meeting politique, tout à enflammé. Non, pas du tout. Bon, je me suis trompé. C'est toujours les femmes qui prennent, hein. On a remarqué depuis tout à l'heure. Hein. Monsieur Bertrand a parlé d'exemplarité politique. Tu as parlé effectivement toi aussi de l'Europe telle qu'elle devrait être, de savoir à quoi elle sert. Je voudrais quand même un avis maintenant d'un psychosociologue réputé, M. Rochman. Ça serait très bien que vous répondiez à ma question, ou pas. Si vous ne le souhaitez pas, vous ne répondez pas. Si, parce que je vais répondre. J'essaie de me mettre à la place du peuple. Le peuple, il est résigné. Vous avez vu le mouvement d'hier qui est plus ou moins spontané. Vous avez vu que les syndicats sont en difficulté pour recruter. Les partis politiques, n'en parlons pas. Vous avez vu cette différence, c'est ce désenchantement, voilà, c'est là-dessus, ce désenchantement français, j'aimerais vous interroger là-dessus, qui repose quand même sur l'emprise de la posture, j'allais dire la communication c'est faux, l'emprise de la posture, hein, sur l'insécurité qu'on ne peut pas nier, sur telle qu'elle est ressentie parfois, peut-être abusivement, sur le déclin économique qu'on ne peut pas nier, sur la faillite de l'éducation nationale. Monsieur Ravet en a probablement parlé ce matin, je n'étais pas là, mais j'ai lu son livre, lisez-le, il est formidable. Et cet homme est formidable, je ne le connais pas, mais ce que j'ai lu, c'est magnifique. Applaudissez-le, je ne sais pas s'il est là. Merci Monsieur Ravet, vous faites avancer la République, probablement sans le savoir. Monsieur Rochman, vous avez la parole pour me répondre, si vous avez une réponse. Je vais me permettre d'être très simpliste et politiquement incorrect. Le non-dit de l'Europe, le non-dit du problème européen, c'est l'islam et le sionisme. Les sociétés européennes sont... Je travaille en Suisse, en Italie, en Allemagne, en France et accessoirement en Pologne et en Russie. Partout, quel que soit le régime en place, j'ai vu une division des sociétés entre des milieux populaires pour qui l'islam et l'immigration musulmane, c'est le problème numéro 1, et de l'autre côté, des milieux protégés qui bénéficient de la globalisation, qui vivent dans des quartiers protégés, dans des écoles protégées, et qui ne voient absolument pas ce problème-là. Et puis de l'autre côté, une petite bourgeoisie intellectuelle, anticapitaliste, antisioniste, qui, elle, a été très marquée par la Shoah, par la colonisation, et qui ne veut plus voir de différence entre les générations, entre les genres, entre les cultures, et qui donc
refusent absolument de penser qu'il y a un problème avec l'islam. Et cette, j'appelle ça une guerre civile dans les têtes, elle est partout en Europe. Je travaille en Allemagne, où j'ai eu l'occasion dans les villes d'Allemagne de l'Est de réunir des groupes de gens appartenant au mouvement Pegida et au parti AfD, avec des gens qui, eux, étaient plutôt dans un esprit no borders, ouverture des frontières et accueil des réfugiés, quels qu'ils soient. Et donc, en réunissant ces gens-là, petit à petit, je me suis rendu compte de cette fracture qui est partout en Europe, qui est là, qui est présente en Italie, qui est présente en Allemagne, qui est présente en Suisse, avec des mouvements populistes qui ont comme seule préoccupation, et ça fait très longtemps que je le vois, en particulier avec le Front National, qui ont de cette préoccupation des musulmans. Autrefois, c'était les Arabes en général, mais aujourd'hui, c'est les musulmans.